Que se passe-t-il lorsque l'un des plus grands esprits de la psychologie moderne affirme avoir vu ce qui se cache après la mort? Et pourquoi aurait-il gardé ce secret, non pas pendant des mois, mais pendant près d'un siècle? Carl Gustav Jung, le père de la psychologie analytique, a consacré sa vie à explorer l'inconscient, les archétypes et les mystères de l'âme. Pourtant, en 1944, lors d'une expérience de mort imminente, il a vécu quelque chose qui a ébranlé ses certitudes. Au lieu de partager cette révélation dans un livre ou une conférence, il l'a confiée à une lettre. Une lettre cachée, destinée à une seule personne dont l'identité reste inconnue. Pendant 80 ans, ce document est resté secret. Pourquoi? Qu'a-t-il vu de si troublant que même Jung, habitué aux profondeurs de l'esprit humain, a préféré le taire? Aujourd'hui, cette lettre refait surface. Et ce qu'elle révèle pourrait changer notre compréhension de la vie, de la mort, et de ce qui se trouve entre les deux. Au printemps 1944, Jung est hospitalisé après une crise cardiaque. Son cœur s'arrête. Cliniquement, il est mort pendant plusieurs minutes. Mais selon lui, ces minutes n'ont pas été un vide. Au contraire, il décrit une clarté absolue, une conscience qui ne disparaît pas, mais s'élargit. Il voit la Terre depuis l'espace, non comme une simple planète, mais comme une entité vivante, baignée d'une lumière étrange. Dans cet état, il est attiré vers un lieu qu'il compare à un temple, construit non pas de pierre, mais de pure compréhension. Là, il rencontre une présence. Pas un dieu, pas un ange, mais une intelligence silencieuse qui lui transmet une vérité sans mots. Et cette vérité, Jung ne l'a jamais oubliée. Dans cet espace hors du temps, Jung ressent une évidence, la mort n'est pas une fin. Ce n'est qu'un passage. Mais ce qu'il découvre ensuite est bien plus troublant. Il perçoit un avenir où la frontière entre notre monde et l'au-delà deviendra fragile. Pas de manière symbolique, mais concrète. Comme si un voile, autrefois épais, commençait à se déchirer. Il écrit que, dans ce futur, les humains percevront des réalités aujourd'hui invisibles. Certains y trouveront une sagesse profonde. D'autres sombreront dans la confusion, incapables de distinguer le matériel du spirituel. Pire, il presse un danger. Lorsque l'invisible devient visible, tout se mélange. La lumière éblouit, mais l'ombre disparaît. Et sans ombre, prévient-il, il n'y a plus de relief, plus de profondeur. Jung insiste, la souffrance, les épreuves, ne sont pas des erreurs de l'existence. Elles en sont le contrepoids nécessaire. Une vérité qu'il compare à un arbre dont les racines plongent dans les ténèbres tandis que la cime brûle sous le soleil. Grandir exige les deux. Pourtant, malgré l'immense portée de ces révélations, Jung choisit le silence. Pourquoi? Parce qu'il sait que le monde de son époque n'est pas prêt. Peut-être même que le nôtre ne l'est pas encore. Alors qu'il flotte dans cet espace entre deux mondes, Jung reçoit la permission de poser une seule question. La même qu'il a habité toute sa vie, qu'est-ce que la vérité? La réponse ne vient pas sous forme de mots, mais comme une vision fulgurante. Il voit des milliers de visages, chacun portant un masque différent. Pourtant, derrière ces masques, brille une même lumière. La vérité, comprend-il alors, n'est pas un savoir à accumuler. C'est un feu qui consume toutes les illusions, toutes les certitudes. Elle ne s'enseigne pas, elle se vit. Dans sa lettre, Jung décrit un moment particulièrement troublant. Alors qu'il croit toucher à l'ultime compréhension, des figures imposantes apparaissent. Ce ne sont ni des anges ni des démons, mais des gardiens. Leur message est clair, tu ne peux pas aller plus loin. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il lui manque encore quelque chose d'essentiel. Jung réalise alors que la mort n'est pas un examen qu'on réussit ou rate. C'est une porte qui ne s'ouvre que lorsqu'on a véritablement vécu. Non pas longtemps, mais pleinement. Ce qui terrifie le plus Jung, ce n'est pas ce qu'il a vu de l'autre côté, mais ce qu'il comprend en revenant. Dans sa lettre, il décrit le choc du retour à son corps comme une véritable agonie. La lumière s'éteint, la clarté se dissipe. Les médecins autour de lui ne voient qu'un homme qui reprend conscience. Ils ignorent qu'il revient transformé. Pendant des semaines, il griffonne des notes fiévreuses. Les mots lui manquent. Comment décrire l'indescriptible? Il tente pourtant, dessinant des symboles étranges, des cercles traversés de lignes brisées. Ces croquis ne seront jamais publiés. Le plus troublant? Jung réalise qu'il a toujours su. Que toutes ses recherches sur les mythes, les rêves, l'alchimie, n'étaient que des reflets pâles de cette vérité entrevue.
La psyché humaine n'est pas un simple mécanisme, c'est un pont. Un pont entre deux rives que personne n'est censé voir simultanément. Sa main tremble lorsqu'il écrit ceci, ce n'est pas la mort qui m'a montré l'au-delà. C'est l'au-delà qui m'a montré ce qu'était vraiment la vie. Une révélation si simple qu'elle en devient insupportable. De retour parmi les vivants, Jung affronte un dilemme insoluble. Comment partager une vérité que le langage ne peut contenir? Ses carnets intimes révèlent son tourment, les mots trahissent l'expérience, mais le silence la trahit davantage encore. Il choisit une voie médiane. Dans ses écrits publics, il dissémine des indices, des références voilées au monde intermédiaire, des allusions aux rencontres avec l'inconnaissable. Seuls ceux qui ont frôlé les mêmes abîmes peuvent comprendre. La lettre interdite, elle, contient la vérité nue. Jung y admet quelque chose d'étonnant, ce voyage hors du corps n'était pas son premier. Depuis l'enfance, des rêves prémonitoires le hantent. Des visions de lieux qu'il visitera des années plus tard. Mais cette fois, dit-il, ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que cette chaise sur laquelle je suis assis. Un passage particulièrement énigmatique décrit une bibliothèque de lumière où chaque livre correspond à une vie potentielle. Jung y aurait vu les versions alternatives de sa propre existence. Ce qu'il en retire est troublant, nos choix les plus insignifiants résonnent dans l'éternité. Les dernières pages de la lettre contiennent l'avertissement le plus glaçant. Jung y décrit une étrange mélodie qu'il a entendue lors de son expérience, une harmonie parfaite que tous les êtres semblent jouer à leur insu. Mais certains, écrit-il, ont oublié leur partition. Il presse l'avènement d'une époque où cette dissonance deviendra criante. Une période où les âmes perdues tenteront désespérément de retrouver le chemin de cette musique primordiale. Certains la chercheront dans les drogues, d'autres dans des cultes obscurs. Peu comprendront qu'elle résonne déjà en eux. Le psychiatre rapporte alors un détail troublant. Avant de revenir à la vie, une voix lui aurait murmuré « Ils auront besoin de toi ». Cette prophétie l'a poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. Était-ce la raison de son obsession pour les textes alchimiques? Ces grimoires où l'on prétend transformer le plomb de l'âme humaine en or pur? Un paragraphe manuscrit, presque illisible, semble ajouter dans la précipitation « Ils arrivent ». Les dormeurs commencent à s'éveiller. Mais les gardes frontières aussi. Qui sont-ils? Jung ne l'explique pas. La lettre s'achève sur une révélation qui éclaire son silence prolongé. Jung confie que ce qu'il a vu n'était pas destiné à devenir un savoir, mais une graine. Certaines vérités, écrit-il, doivent mûrir dans l'ombre avant de supporter la lumière du jour. Il compare sa découverte à un rêve prémonitoire qu'il fit enfant, un songe où il trouvait une clé d'or sous son lit. 60 ans plus tard, il comprend, la clé n'ouvrait aucun coffre matériel, mais la porte entre deux états de conscience. Nous avons tous cette clé cachée quelque part, avoue-t-il, mais chercher trop tôt mène à la folie. Son dernier paragraphe s'adresse directement au lecteur futur, si ces mots te parviennent, c'est que ton heure est venue. Ne les étudie pas vilés. Puis referme cette lettre et va trouver quelqu'un d'autre qui attend sans savoir qu'il attend. La boucle est bouclée. Ce message n'était jamais destiné à être analysé, mais à circuler de main en main, comme une étincelle qui ne s'allume qu'au bon moment. Jung savait que les vérités les plus profondes ne se prouvent pas, elles se reconnaissent.